Après la mort d'un jeune voleur de voiture, 2 nuits d'incidents ont mis en ébullition un quartier de Rouen, le quartier des Sapins. La violence, elle a éclaté une fois encore dans une banlieue près de Paris. 11e nuit d'émeute. 2e nuit de révolte au Mirail, dans la banlieue de Toulouse. Depuis 4 jours, les CRS campent au cœur de la cité. Voitures incendiées, jets de pierre, vitrines brisées. 34 personnes ont été interpellées en quelques heures. Dans la société française, il y a une véritable amnésie collective, peut-être volontaire, par rapport à la situation des révoltes urbaines dans les quartiers populaires, également appelées émeutes de banlieue. Nous faisons comme si tout ça avait commencé en 2005, ce qui est complètement faux. Je pourrais passer l'épisode entier à vous faire la liste des révoltes urbaines qui ont lieu dans des quartiers populaires en France depuis bientôt 40 ans. À Vénissieux, par exemple, 1981, 1983, à Rouen en 1994, à Garges-les-Gonesse la même année, à Damary-les-Lys en 1997, à Toulouse en 1998, etc., etc. Et l'engrenage est toujours le même. On a l'impression maintenant d'écouter un disque rayé, un tragique disque rayé parce qu'il y a des morts. D'abord, il y a un incident violent très grave entre des policiers et des jeunes de banlieue. C'est toujours ça, toujours le déclencheur. Quand je dis qu'il y a un incident grave, c'est qu'il y a un jeune de banlieue qui meurt ou qui est grièvement blessé. J'ajoute qu'en règle générale, il n'a pas la peau blanche. Par exemple, le 19 juillet 2016, Adama Traoré est mort dans une interpellation policière. Il n'avait lui-même rien à se reprocher. Selon les premiers éléments disponibles de l'enquête, c'est la façon de l'interpeller, le degré de violence, notamment apparemment une clé de bras qui a particulièrement été excessivement violente, et la façon de le laisser agoniser qui a entraîné son décès. À partir de là, vous avez deux réactions. Une réaction pacifique qui est les proches de la victime plus la société civile de banlieue, car elle existe, qui se mobilise et qui réclame la justice et la transparence et la vérité. Par exemple, après avoir subi un viol policier par enfoncement de matraque dans son rectum de l'ordre de... Ça a provoqué, de mémoire, une déchirure de l'ordre de 9 à 10 cm. Donc il faut imaginer la violence de cet acte de torture. TOL et sa famille et des collectifs réclament justice. Je fais une parenthèse, l'IGPN, qui est la police des polices, donc qui enquête, c'est la police qui enquête sur les policiers, vous explique qu'il s'agirait finalement d'un viol accidentel. Sans être médecin, sans être expert, un enfoncement de matraque de l'ordre de 9 à 10 cm, non, ça ne peut pas être accidentel, ça n'est pas vrai. Ensuite, vous avez une autre forme de réaction qui est la réaction violente. Une infime minorité de jeunes de banlieue attaque des bâtiments publics, brûle des voitures, voire cherche l'affrontement avec des policiers. Par exemple, en 2005, vous avez eu des voitures brûlées et des bâtiments publics attaqués après la mort de Ziad Benna et de Bouna Traoré. Il s'agit de deux adolescents de Clichy-sous-Bois qui avaient fui à l'approche de policiers alors qu'ils étaient en train de traverser un terrain vague. En s'enfuyant, ils se sont réfugiés dans un transformateur électrique et donc ils sont morts électrocutés. La question qui vient souvent, mais s'ils n'avaient vraiment rien à se reprocher, ils n'auraient pas dû fuir la police. Alors ça, c'est une réflexion de personnes qui n'ont jamais eu affaire à l'attitude très fréquente malheureusement dans la police vis-à-vis des jeunes de banlieue qui n'ont pas la peau blanche. C'est un sujet qu'on a déjà beaucoup traité. Je vous renvoie à l'épisode sur les contrôles d'identité au faciès, donc le problème de racisme policier dans les quartiers populaires. C'est un épisode précédent. Les médias, à partir de là, dans la suite de l'engrenage, se focalisent sur les flammes et sur la violence. Et donc on oublie la réaction pacifique, on oublie même l'incident violent de départ, on n'en parle plus, parce que ça, c'est spectaculaire et ça fait peur. Donc le thème des émeutes et des images de violence envahissent le débat public, des opérations de police finissent par rétablir le calme, il y a quelques interpellations, et l'incident grave ainsi que son traitement, notamment judiciaire, ça passe à la trappe, on n'en parle plus. Et puis quelques mois ou quelques années après, il y a un nouvel incident et tout le cycle recommence, et ça va faire bientôt 40 ans que ça dure. Il faut savoir que la crise des banlieues a été énormément abordée et décrite par le rap français depuis plus de 20 ans. Les thèmes récurrents de ce qu'on appelle généralement le rap conscient, ça va être les discriminations, ça va être le spleen des banlieues, ça va être la délinquance, ça va être la casse sociale, ça va être beaucoup aussi la volonté de s'en sortir grâce à l'éducation. Donc quelques exemples. Assassin, note mon nom sur ta liste. Bureau descend dans la ville pour constater que l'évolution ne viendra que par l'éducation. Pourtant hier j'ai encore vu une mère reprendre son garçon car il jouait avec un autre coloré par le soleil d'une autre nation. Tout ça n'est pas bon, vous l'avez donc toujours pas compris. Ayam, petit frère. De mon temps, les raquettes, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter, mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. La brigade, cause et conséquences. Dire que petit j'écoutais les grands dire que la prison c'est comme des vitamines et que ça fait grandir. Ah bon. Passy, émeute. Si l'émeute s'étend, c'est rien, et si c'est inquiétant, ça va pas bien loin. Si tout est fermé, les rues et les voitures enflammées, et ta citoyenneté, on n'en a rien à glander. Idéalgie, nuage de fumée.
devient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout devient abstrait, je tire un trait sur le respect. Une âme, l'âme, que l'on plane dans une atmosphère de drame. Fab, quand je serai grand. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec mon père et ma mère, marcher dans le sable pour prendre le RER. Ces putains de tours, je veux plus les voir plus tard. Pire que je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Rof, génération sacrifiée. Je cite la vie tous les jours, ça se passe en bas des tours. De citer HLM, mon ghetto et ses alentours. Accord des corps qui m'entourent, je t'en prie viens faire un tour. Tu sais très bien où ça se trouve, donc ne fais pas des tours. Dizzy de la peste, je pète les plombs. Mais attends toi, tu viens de quel quartier? Faut payer pour sortir en Je lui dis, écoute mec, rien à foutre, nos quartiers sont en guerre. Cynique, dealer de ma part. Dites aux flics que dans les blocs tout le monde deal. Tout le monde est tout petit, on se reverra, ça c'est ce que tout le monde dit. Dites aux parents que les mauvais ont remplacé les bons. Leurs gosses déconnent, ils ont quitté l'école pour faire les cons. Médine, boulevard Vincent Auriol. 17 personnes sacrifiées, 14 enfants ont péri sur le bûcher. Bien souvent l'atrocité de la mort fait bouger les choses, car désormais ils seront logés sous les roses. Dernière insulte par le chef commissaire, tous ces noirs sont-ils en situation régulière? Kenny Arcana, la mère des enfants perdus. Tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, je t'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. Diams, ma France à moi. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment. Car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise. Sniper, brûle. Bienvenue en banlieue, où les darons sont dans la tourmente, pas tournante, juste 2-3 tests comme plaque tournante. Où ici tous vendent, tous mentent, tous vendent de vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les 30 balais. Abd al-Malik, lorsqu'ils essayèrent. Toutes les grandes villes de France s'appelaient alors Lyon ou Vaux-en-Velin. Certaines actions devinrent directes, spectaculaires, parce que pour certains le propos était devenu vain. Kerry James, le plus grand, banlieusard. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle, la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je repelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. La canaille, j'ai faim. J'ai faim. De sens, de fond, j'ai besoin de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et du style, pas de la pourriture. Je ne vais pas vous les citer tous, là je vous ai cité ceux que je pouvais moi-même écouter, il y a un problème générationnel. Alors je sais que Sofiane ou Alonso ça existe, mais j'avoue que j'ai un décalage chronologique, moi je suis trentenaire. La réforme la plus urgente dans nos banlieues aujourd'hui, c'est d'abolir les contrôles d'identité policiers au faciès. Alors encore une fois, c'est un sujet qu'on a abordé dans un précédent épisode, je vous renvoie à son visionnage. Autre problème, la gestion des effectifs de police dans nos banlieues. C'est quelque chose que j'ai étudié pour mon livre sur les jeunes de banlieue. Les policiers sont recrutés dans toute la France. Mais il y a beaucoup plus de besoins en Île-de-France en général et en particulier dans les quartiers populaires que dans le reste du pays. Plus les policiers ont d'ancienneté, plus ils ont la priorité pour se faire muter. Et c'est fréquent qu'un policier veuille se faire muter quand il a de l'ancienneté et qu'il est dans un quartier populaire, c'est-à-dire un territoire particulièrement dur, puisque les territoires quartiers populaires sont plus touchés par la criminalité que la moyenne. Résultat, quand on cumule tous ces facteurs, les policiers de banlieue sont jeunes, inexpérimentés, et viennent de provinces extra-franciliennes, c'est-à-dire de territoires qui sont très très différents par le cadre, la situation, le contexte, le climat général. Et donc, ça favorise plusieurs problèmes, la fragilité et l'inexpérience de ces agents, le risque accru de tension, d'erreur, de bavure. Alors une piste, ce serait tout simplement d'augmenter le pourcentage de policiers de banlieue qui sont expérimentés, notamment par exemple par un système de primes. Autre problème, les critères pour évaluer le travail de la police. Depuis Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, c'est la course aux chiffres. Fait constaté, fait résolu. Il faut accumuler dans les commissariats un maximum de faits constatés, faits résolus. Alors, qu'est-ce qu'on observe du coup ? C'est tentant, je ne dis pas que ça arrive nécessairement, mais c'est tentant pour un policier de vous mettre au moindre prétexte, de vous coller une sanction pour outrage à agent. Pourquoi ? Parce que fait constaté, fait résolu, tout de suite. Les policiers sont donc encouragés par ce système fait constaté, fait résolu à faire de l'abattage de PV ou alors par exemple à faire de la chasse aux sans-papiers. Pourquoi ? Parce que j'identifie les sans-papiers, fait constaté, je l'embarque, fait résolu. Les policiers du coup par le système de la course aux chiffres sont désinciter au travail de long terme, en profondeur, qui ne donne pas de résultats tout de suite, mais qui est beaucoup plus efficace, tous les policiers professionnels vous le diront. Et ils sont également désincités à combattre sur le temps long les trafics, les réseaux, etc. Alors une piste
comme dans certains pays d'Europe, par exemple les pays scandinaves, ce serait d'évaluer le travail de la police grâce à des enquêtes de satisfaction des habitants. C'est quelque chose qu'on ne fait quasiment pas en France, alors que dans d'autres pays, c'est quelque chose de normal. Après tout, la police est un service public. Demandons aux usagers s'ils sont contents de ce service public. Et en l'occurrence, les rares enquêtes qu'on a, c'est que non, nous ne sommes pas contents. Autre piste, au lieu des primes aux résultats fondés sur faire du chiffre, il faudrait des primes aux résultats fondés sur le sentiment d'insécurité des habitants. S'il a baissé, eh bien les policiers du commissariat qui est compétent devraient toucher une prime puisque les habitants se sentent davantage en sécurité. Sur le problème du manque d'évaluation transparente et démocratique du travail de la police, on vous recommande de lire en particulier Sébastien Rocher, de la police en démocratie, il est dans la bibliographie. Autre problème, les énormes discriminations contre les jeunes de banlieue qui n'ont pas la peau blanche. Par exemple, vous avez une étude du Centre d'analyse stratégique et de l'Université d'Evry qui a utilisé 2112 CV envoyés pour 264 offres d'emploi. Résultat, par exemple, pour un poste de comptable, candidat de nationalité française, nom et prénom à consonance française, 19 envois de CV avant d'obtenir un entretien d'embauche. Mais pour un candidat de nationalité française, nom et prénom à consonance marocaine, c'est 54 CV. Donc, oui, clairement, il y a un problème. Alors une piste pour améliorer la situation, ce serait le testing et le name and shame. Alors le testing, c'est quoi ? Vous envoyez des faux CV à de très nombreuses entreprises avec des origines et des adresses différentes dans les CV. On voit ensuite si en accordant ou pas les entretiens d'embauche, l'entreprise fait de la discrimination. Alors le testing peut être fait par le gouvernement. Par exemple, sous François Hollande, ça a été fait en 2016 pour de grandes entreprises. Résultat, dans certaines grandes entreprises, l'écart de réponse positive aux candidatures va jusqu'à candidature à consonance française, 75% de positifs. Candidature à consonance d'origine maghrébine, seulement 40%. Il y a un compte-rendu de la DARES là-dessus. C'est une direction du ministère du Travail. On vous l'a mis également dans la bibliographie. Mais le testing, ça sert juste à constater un problème dont honnêtement on sait déjà qu'il existe. Donc il faudrait ajouter le name and shame. Le name and shame, ça consiste à publier les noms des entreprises les plus discriminatoires, voire même, pourquoi pas, un classement annuel. Public. En 2007, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, qui maintenant s'appelle le Défenseur des droits, avait déjà organisé un testing sur des grandes entreprises. Son président, Louis Schweitzer, voulait rendre publique la liste des entreprises les plus discriminatoires. Mais le lobbying du patronat a réussi à bloquer la publication à l'époque. Eh bien, c'était quand même une bonne idée et il faudrait le faire. Publier la liste des pires entreprises discriminatoires après avoir fait du testing. Attention! Lutter contre les discriminations, ça n'est pas nécessaire que pour les embauches. Il y a aussi les discriminations dans l'accès au logement et dans l'accès aux prêts bancaires. Idem, on peut combattre ça grâce au testing, on peut combattre ça grâce au name and shame, et on peut combattre ça grâce à quelque chose qui vient des États-Unis et qui n'existe pas encore en France, et qui s'appelle la théorie de l'impact disproportionné. La théorie de l'impact disproportionné, c'est quoi? Donc c'est utilisé aux États-Unis. Le problème de départ, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, de prouver que l'employeur fait exprès de discriminer telle ou telle catégorie. Par exemple, c'est assez rare qu'ils répondent par mail « Non, non, je ne vous donne pas d'entretien d'embauche parce que vous êtes noir ». Voyez ? Donc, la preuve de l'intentionnalité est difficile à apporter. La technique de l'impact disproportionné, elle est très simple. Si on peut prouver que vous traitez beaucoup moins bien les gens qui n'ont pas la peau blanche, ou qui ont un nom à consonance maghrébine, etc., alors pas besoin de prouver que vous avez fait exprès, c'est l'impact qui compte. Donc, vous pouvez être condamné pour discrimination, point. Ça peut marcher avec les embauches, ça peut marcher avec le niveau des salaires, ça peut marcher avec les promotions, ça peut marcher avec les propriétaires de logements qui choisissent de recevoir ou pas des locataires potentiels selon leur profil d'adresse, de faciès ou de nom à consonance ceci ou cela. Ça marche aussi avec les banques par rapport à qui donne des prêts ou pas, alors que la situation socio-économique du candidat est la même d'un candidat à l'autre, etc., etc. Autre piste qui pourrait améliorer la situation dans les banlieues, la légalisation du cannabis. Pourquoi? Parce que le trafic qui est issu de l'illégalité, ça crée toute une économie clandestine avec des grands trafiquants, avec des caïds, avec des dealers, avec des guetteurs, avec des âges qui peuvent être d'ailleurs des âges très jeunes. Et ça pourrit le tissu économique des banlieues, sans même parler du tissu social. Mais la légalisation du cannabis, c'est un sujet très complexe en soi, et donc on fera probablement à un moment donné un cours entier de l'Université populaire sur ce sujet. Voilà. On espère que cet épisode vous a donné une vision plus claire sur la crise des banlieues. On espère surtout que ça va vous encourager à vous engager sur le sujet. Si vous avez des questions ou des avis sur ce cours, postez-les en commentaire. Nous répondrons dans une vidéo FAQ. Alors les FAQ, on les fera en moyenne une fois par mois. La prochaine, normalement, c'est mi-mars. Si vous avez également des documents intéressants à partager sur la crise des banlieues, pareil,
postez-les en commentaire, on les ajoutera à la bibliographie de la vidéo. Si vous avez envie qu'on traite un thème en particulier dans un prochain cours, ou si vous avez envie qu'on approfondisse un thème qui a déjà été traité, pareil, postez un commentaire, parce que nous, on lit tous les commentaires, on regarde toutes les demandes. Si vous avez des idées pour améliorer notre travail, que ce soit sur la forme ou sur le fond, pareil, postez vos idées en commentaire, on lit tout et ça nous aide à mieux faire notre job. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Reddit ou n'importe où qu'on ne connaîtrait pas sur le web. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce que tout ça, ça nous aide à répondre à notre travail, ça nous aide à continuer à faire exister l'Université populaire de Paris. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.